Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Au XIVe siècle, quelque chose d'extraordinaire se produit en Angleterre. C'est un royaume relativement périphérique, moins riche, moins peuplé, je ne vais pas le redire, que la France, qui commence soudain à battre de manière répétée la plus grande puissance d'Europe occidentale, la France évidemment. Je le redis, je le dis, je le redis, oui, nous sommes à ce moment-là la plus grande puissance d'Europe occidentale. Et ces victoires vont avoir un impact immense sur l'imaginaire anglais. Il faut quand même se rendre compte, pour se donner un peu une idée, je fais souvent la comparaison entre les batailles et puis le sport. On peut prendre un sport collectif, puisque évidemment dans des batailles il y a du monde. Bon, prenez un sport collectif, que ce soit le rugby, le foot ou peu importe. Mais imaginez un petit pays on va dire au rugby, un petit pays au rugby qui d'un coup commence à battre la France, commence à battre la Nouvelle-Zélande, commence à battre l'Afrique du Sud. Ben voilà, c'est vraiment le même genre, toute proportion gardée bien sûr, le même genre de contexte. On se dit mais c'est incroyable, et il commence à y avoir une espèce de, comment je pourrais dire, d'engouement général pour cette nouvelle puissance finalement. C'est vraiment un impact très important sur l'imaginaire anglais, parce que pour les contemporains, les batailles de la guerre de 100 ans, c'est pas seulement des succès militaires, c'est des preuves que le roi d'Angleterre est légitime. Faut pas oublier ça aussi, c'est que en même temps, eux, ils ont des circonstances, on va dire, monarchiques assez mouvementées. Donc une preuve que l'armée anglaise est supérieure, et peut-être même que Dieu est anglais, que Dieu soutient l'Angleterre. C'est intéressant ça, Dieu sauve la reine, Dieu sauve le roi, toutes ces notions médiévales sont importantes, et les historiens montrent que la guerre joue un rôle majeur dans la naissance donc d'une conscience nationale anglaise. Cette conscience se construit autour des victoires militaires. Alors tout commence avec Crécy bien sûr, 1346. Il faut comprendre l'impact de cette bataille côté anglais. Bon, déjà nous, on la connaît, on la comprend. Crécy, ça reste une espèce de balafre pour nous. Mais alors côté anglais, il faut mesurer ce que ça représente psychologiquement. Les Anglais affrontent vraiment ce qui est considéré comme la meilleure chevalerie du monde. On va dire d'Europe, mais enfin bon, du monde. La France est immense, c'est un grand pays, un pays prestigieux, c'est une armée prestigieuse, c'est un pays ancien, c'est un pays riche, et pourtant, près de ce petit village de Crécy, l'armée anglaise va nous écraser littéralement. Le choc est immense dans toute l'Europe, mais en Angleterre, cette victoire prend quasi immédiatement une dimension mythique. Pourquoi ? Parce qu'elle semble démontrer quelque chose de fondamental, comme je le disais, la supériorité du modèle militaire anglais. Les chroniqueurs vont célébrer la discipline, les archers, le courage du roi, ça c'est important, la cohésion des troupes, la résistance des soldats anglais face à des forces supérieures. L'arc anglais, le longbow, devient presque un symbole national. Et c'est vraiment un point essentiel, parce que contrairement à la chevalerie française, qui est fondée sur une noblesse combattante très aristocratique, les archers anglais viennent souvent de couches plus modestes. C'est de la piétaille qui est transformée en archer, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nos aristocrates montés sur leurs chevaux, etc., un peu fiers, un peu trop d'ailleurs, pensant que de toute façon le monde va s'écarter devant eux, mais en fait pas du tout. Et c'est peut-être ça le plus dur pour nous, et c'est ça le plus fort pour les Anglais justement. L'efficacité militaire de ces archers donne une place nouvelle à des catégories sociales, ça c'est important, qui n'étaient pas du tout au centre de l'idéal guerrier traditionnel. Ça contribue à renforcer l'idée d'un effort collectif anglais. Non plus seulement la gloire de quelques grands seigneurs, mais la victoire d'un royaume entier. Et puis alors, ensuite, on a Poitiers, 10 ans plus tard, donc 1356. Alors là, on n'est même plus dans le prestige. Là, c'est carrément le niveau, le top niveau. Là, c'est vraiment le climax. Cette fois, les Anglais non seulement gagnent, mais capturent le roi de France lui-même, Jean II dit le Bon. Un des rois les plus crétins qu'on ait pu avoir, un roi quand même qui est fait prisonnier des Anglais, la honte. L'effet est colossal, ça nous donnera Charles V derrière, on a de la chance, mais l'effet est quand même colossal. Pour les contemporains, ça paraît inimaginable, et non seulement il est prisonnier, mais on le ramène à Londres, donc c'est quelque chose d'énorme. Le royaume d'Angleterre
apparaît maintenant comme une puissance capable non seulement de résister à la France, mais carrément de l'humilier profondément. Un roi prisonnier, c'est l'humiliation. Il ne faut pas oublier une chose, parce que là aujourd'hui, au XXIe siècle, la royauté, le médiéval, tout ça, on s'en fout, mais imaginez que pour l'époque, on est roi de droit divin, c'est-à-dire que c'est le représentant de Dieu sur terre. Il est plus important que le pape. Faut vraiment se rendre compte de ça. Et donc pour les populations, on a capturé un des représentants du roi sur terre. Faut quand même voir ça. Hein, c'est pas rien du tout. Ça paraît inimaginable. Donc vraiment, c'est l'humiliation suprême pour nous et pour eux, c'est formidable. Et derrière cette victoire, se construit donc ce récit national anglais. Et les historiens insistent sur le rôle du pouvoir royal, évidemment, dans cette évolution. Les gouvernements anglais utilisent la guerre, bien sûr, pour renforcer l'unité du royaume, pour faire un peu de propagande, bien entendu, et ils présentent les Français comme une menace permanente. Bah oui, c'est forcé. Comme ça les glorifie, comme ça on maintient un petit peu tout le monde chaud bouillant, comme on dit, vulgairement. Et les Français sont montrés comme des ennemis du peuple anglais, et surtout ils insistent encore une fois sur l'idée que l'Angleterre doit défendre son territoire, sa monarchie, sa langue et son identité. Là, vraiment, j'insiste, c'est la troisième fois, je sais, j'insiste, mais c'est capital. Parce qu'au début du conflit, encore une fois, l'Angleterre reste très marquée par l'héritage normand et français. Si vous voulez... dans les livres, évidemment, vous pouvez trouver ça, mais dans un film, Ivanhoé, le film Ivanhoé, avec Elizabeth Taylor, d'ailleurs, c'est un film que j'adore quand j'étais petit. Enfin bon, tout ça a contribué au fait que j'adore l'histoire, mais dans ce film-là, on sent bien, c'est bien écrit. Ivanhoé, c'est Walter Scott, donc tout ça est très bien écrit, très bien vu, c'est très bien rendu, et on sent la tension entre les Normands, les Saxons. Les Normands, c'est les Français, donc on voit ça, on sent ça, la haine petit à petit qui s'installe, c'est très, très intéressant. L'aristocratie anglaise parle largement français, d'ailleurs. C'est ce qui contribue aussi à cet écart entre les aristocrates et les paysans.